Oui, bonjour. Donc, ce sera une session artisanale. Je n'ai pas non plus de PowerPoint. Je tiens à remercier Jocelyn de l'invitation, d'ailleurs de seconde invitation dans cette recherche tout à fait passionnante, Canadian and their Past. Alors, je me suis collé un peu sur l'intitulé de la séance, Histoire et cohésion sociale, et c'est d'abord sur ces deux notions que je voudrais revenir. D'abord, histoire et cohésion sociale, l'histoire dont on parle, c'est une mise en récit du passé, sa représentation, sa lecture, c'est-à-dire un objet de politique publique. Objet de politique publique à travers les commémorations, d'une part, à travers l'enseignement, parfois. Un récit qui peut être en concordance, mais puis qui peut être aussi en discordance avec les historiens. Et d'ailleurs, j'essaierai de positionner les historiens à chaque moment de mon propos. Et pour ne pas prêter à confusion, quand je parlerai de l'histoire des historiens, je parlerai d'historiographie. Deuxième élément, la cohésion sociale, c'est donc le sentiment. Un sentiment, ce n'est pas quelque chose d'objectif, la cohésion sociale. C'est le sentiment de faire groupe. On est là dans le domaine des représentations collectives. Elle peut s'exercer à plusieurs niveaux. Au niveau de la nation, la sociale serait égale à nationale, mais elle peut aussi s'exercer à d'autres échelles, par exemple au niveau d'un groupe diasporique ou transnational. Alors, le point de vue que je vais développer n'est pas un point de vue normatif, parce que, après tout, histoire et cohésion sociale pourrait appeler un point de vue normatif. C'est un point de vue d'historien, c'est-à-dire que je vais, à partir d'un corpus, le corpus des discours des présidents de la République française depuis 1958, essayer de voir comment cela est articulé ou pas articulé, ou régulé ou dérégulé, c'est-à-dire de saisir l'historicité de la façon dont se pose cette question. Avec deux grandes parties. La première partie, ce que je pourrais appeler une relation assurée, assez régulée, si vous voulez, et une deuxième partie auquel je m'intéresserai à une relation fragilisée, une relation incertaine. Alors, dans un premier moment, mais très court, il m'a semblé nécessaire de revenir quand même sur l'héritage, c'est-à-dire comment se pose, en France du moins, mais je crois qu'en Allemagne c'est pareil, on retrouverait ça dans un certain nombre de nations, comment s'articule cette idée d'une histoire qui serait au fondement de la cohésion sociale, ce que j'ai, mon premier petit point, qu'on pourrait appeler un héritage. Alors, cet héritage, c'est l'idée du passé comme ciment, et celui-ci a été très largement développé dans un texte fameux, je serai très rapide, de 1882, d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Donc dans ce moment où les Français essaient de se définir par rapport à cette Allemagne qui vient de s'unifier et qui a gagné la guerre. Et on retient très généralement de Renan l'idée du plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que ce qui fait la nation, c'est l'assentiment répété, actuel, des populations. Or, dans ce texte, Renan dit aussi, dit deux choses. Il dit effectivement le plébiscite de tous les jours, mais en même temps, il dit c'est le partage d'un passé. C'est le partage d'un passé, je le cite, un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital social sur lequel on assied une histoire nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate, je le cite, « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes », et dans sa simplicité, l'abrégé de toute patrie. Et là, je trouve ça très, très intéressant, cette idée, en définitive, la référence au passé, la référence à l'histoire, c'est une référence à
une identité pérenne, hein, le même c'est le même, c'est exactement la figure de l'autochtonie attique. Donc on est là dans une figure, hein, configuration où l'histoire c'est le ciment, avec le fait que Renan ajoute encore une chose, c'est que cette histoire, elle doit aussi faire place à l'oubli, elle doit faire place à l'erreur historique. Hein, voilà. Donc, assentiment répété, passé commun, oubli, erreur historique, hein, et il dit que les progrès de l'historiographie, dans ce cadre-là, peuvent être un danger, hein, pour le grand récit national. Alors, cette idée, hein, elle a été diffusée, elle est devenue politique publique, hein, par le biais des commémorations. J'en donnerai juste un exemple. Donc, la commémoration, quel est le principe de la commémoration, hein, c'est d'évoquer le passé pour parler aux gens du présent, du futur commun. Hein, les commémorations, elles parlent du futur, elles parlent de l'avenir, hein, c'est ça leur fonction, elles mobilisent le passé pour cela. Je donnerai juste un exemple. 1889, centenaire de la Révolution française, que fait-on? Le 4 mai, Sadi Carnot inaugure une manifestation pour célébrer le centenaire de l'ouverture des États généraux. Le 5 mai, il inaugure l'exposition universelle. Et un journal qui a tout compris titre « Hier, c'était la fête des pères, aujourd'hui, c'est la fête des fils ». Bon, on est là dans cette relation extrêmement stable, une relation qui est non conflictuelle. Hein. Autre vecteur de diffusion, ben, c'est l'école. Hein. Mais je dirais très vite, Benoît en a parlé ce matin. Hein. C'est Fernand Braudel, hein, disant mon instituteur récitait l'histoire de France comme un office divin. Hein. Et la Vis, quand il est chargé de définir quelle est la fonction de l'histoire dans l'institution scolaire, article Histoire du dictionnaire de pédagogie de Ferdinand de Buisson de 1885, il dit ce que doit enseigner l'histoire, c'est nos ancêtres, c'est nous dans le passé, nos descendants, c'est nous dans le futur. Ce sera nous, pardon, dans le futur. Alors, on est là, vous voyez, dans une doxa très très forte, et qui s'effectue à ce moment-là en totale concordance avec les historiens, hein, puisque quand se développe le courant méthodique, hein, on pourrait citer l'éditorial de la revue historique, mais il ne faut pas que je m'écarte, hein, de Gabriel Monod de 1876, hein, qu'est-ce qu'assigne aux historiens Gabriel Monod, hein, il assigne le devoir de réveiller dans l'âme de la nation la conscience d'elle-même par la connaissance approfondie de son histoire. On est là dans un moment, et c'est à ce à quoi je voulais aboutir, on est dans un moment, ce que Pierre Nora a qualifié d'histoire-mémoire. C'est-à-dire le moment où mémoire et histoire se recouvrent, se confondent, hein, et où l'histoire, au sens d'historiographie, est une mémoire vérifiée, mémoire stabilisée, une mémoire extraite du champ des luttes, hein, où les historiens remplissent, hein, le rôle d'historien public, hein, et revendiquent ce rôle. Hein. Alors, pour terminer là-dessus, ça pourrait évidemment être développé, hein, cette histoire-là, cette configuration a une réputation d'efficacité. Je dirais, de la même façon que la République a fait, que le centenaire a fait un peu la preuve par 89, hein, c'est la preuve par 14-18, hein, la résistance de la nation française, mais aussi de la nation allemande d'ailleurs, dans des conditions effroyables, hein, qu'on mette le curseur entre consentement et contrainte, hein, en tout cas une résistance pendant les 4 années du conflit, hein, et l'idée que, d'une certaine manière, ben, ça viendrait, hein, de cette mémoire ou de cette histoire partagée. Je crois qu'on pourrait interroger cela, hein, et j'y reviendrai. Je dirais simplement, est-ce que la cohésion vient du passé, ou est-ce que la cohésion de ces sociétés viennent des possibilités d'ascension sociale qu'elles offrent? Et j'ai toujours été frappé par la phrase
de Giraudoux, c'est une transition, disant à son fils « travaille bien à l'école, sois toujours le premier et tu seras président de la République ». Je vous rappelle que Georges Pompidou, petit-fils de paysan auvergnat, fils d'instituteur, est devenu normalien, puis banquier, puis président de la République. Hein. On n'est pas simplement dans le mythe, il y a bien des choses comme ça. Alors, je vais quitter le XIXe siècle pour me reporter vers mes présidents de la République en trois moments. Hein. Trois moments que je les associe par deux. Hein, les deux premiers étant Charles de Gaulle, d'une part, présidence 1958-1969, et François Mitterrand, 1981-1995. Puis dans un deuxième temps, on verra Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, et dans un troisième, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi avoir regroupé les deux premiers ensemble? C'est parce qu'à mon sens, ils participent de la configuration que je viens d'évoquer, celle de l'histoire-mémoire. C'est-à-dire celle où la mémoire, l'histoire, mais là on peut vraiment employer les deux termes, est censée assurer la cohérence de la cohésion de la nation. Alors, je ne vais pas multiplier les citations, j'en donnais quelques-unes, mais on est là dans une pensée, la pensée d'une histoire stratégique, vitale, comme ça a été conçu au XIXe siècle. C'est De Gaulle disant à Alain Peyrefitte, quand les Français se divisent et se disputent, je leur parle de la France. Entendez? Je leur parle de l'histoire de France. Le passé fixe le cap. Le passé invite à se surpasser. C'est d'ailleurs le sens du geste québécois du général de Gaulle. Donner les Québécois en exemple aux Français pour leur rappeler qu'ils peuvent aller plus loin. Destin de la France, je cite Charles de Gaulle, ces mots évoquent l'héritage du passé, les obligations du présent, les espoirs de l'avenir. Et vous voyez que ça forme une articulation parfaite, naturelle, ce n'est pas du contradictoire, c'est complètement articulé. Et je continue avec Charles de Gaulle, la France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin, elle est ce qu'elle est maintenant. Et puis elle a l'avenir. Donc l'histoire va permettre dans ce cadre-là de relativiser, le terme est du général de Gaulle, les vicissitudes, les problèmes. Ça va servir, si vous voulez, de critérium pour ramener les choses à leur juste proportion. Même conviction chez François Mitterrand. Je rappelle qu'il y a 20 ans de différence. L'un est né en 1890, l'autre est né en 1916, mais on a presque du mal à parler de différence de génération. On est bien dans la même matrice, dans le même rapport, dans la même historicité. Je cite, extrait d'un discours, un seul, qui n'est pas banal, puisque c'est un discours que Mitterrand fait au Mont-Beuvray. Le Mont-Beuvray, c'est à côté de Bitracte, donc le lieu où les tribus gauloises sont censées s'être ralliées à Vercingétorix. Lieu lourd, lieu important de l'histoire nationale, et Mitterrand il fait un long discours très habile d'ailleurs, parce qu'il commence par faire le récit de l'unité des Gaulois en disant « mais c'est ce que j'aurais dit si j'avais parlé il y a 50 ans ». Bon, aujourd'hui, on ne peut plus voir les choses de la même façon. Et, évidemment, c'est un grand rhétoricien, il revient, in fine, sur la signification de tout ça. Il dit deux choses, quoi. Il dit, j'ai retenu deux choses. Lorsque nous perdons le sens de la continuité, lorsque nous rétrécissons l'histoire à notre histoire personnelle, j'ai beaucoup pensé ce matin, nous brisons la chaîne qui nous rattache à la longue file de ceux qui, depuis la préhistoire, ont modelé notre pays et nous ont fait ce que nous sommes. Donc, vous voyez, l'histoire, elle est collective, elle est immémorielle,
Et on est dans cette inscription. Et toute réduction, ben, effectivement, c'est là le facteur de dissolution, de dislocation. Et je continue. Chacun a compris que je souhaite que bientôt, Bitracte attire les Français de tous les coins de la France, et que se retrouvent en même temps, et que tous se retrouvent en même temps que leurs racines. Et ceux qui n'ont pas de racines dans ce sol sont impliqués, et que ceux qui n'ont pas et ceux qui n'ont pas de racines dans ce sol sont impliqués tout autant que les autres du fait de cette imbrication, de ce mélange exceptionnel qui fait que la France, bien au-delà des origines celtiques, représente aujourd'hui un ensemble multiple de cultures et de réalités et d'espoir. L'histoire est, je vais faire du Barès, hein, l'histoire est racinante, hein, ou si vous préférez, elle enracine. Hein. Je crois qu'on est là vraiment au fond de la conviction. Alors, cette histoire, ce récit, point commun aussi entre Mitterrand et De Gaulle, c'est un récit sans remords, un récit sans tâche. Hein. Il n'y a pas de page noire, il ne peut pas y avoir de page noire. Je pourrais multiplier les exemples, excusez-moi, j'ai passé l'été à travailler là-dessus, donc je peux pas m'écarter, mais par exemple, l'esclavage n'existe pas, sinon sous la forme de l'abolition. C'est la seule apparition. De Gaulle, Mitterrand se rendent à Sénégal, ils se rendent à Gorée. Gorée qui depuis 1978, patrimoine mondial de l'humanité. Mais ils ne vont pas à Gorée, patrimoine de mondialité, ils vont à Gorée qui est un comptoir français depuis le XVIIe siècle. Ils n'évoquent à aucun moment la question de l'esclavage. L'esclavage n'est que l'abolition de l'esclavage. De la même façon, leur histoire n'est pas tragique. Auschwitz n'est pas là. De Gaulle, quand il va à Auschwitz, il y va. Il ne prend pas la parole, il écrit. Hein. Il écrit, mais il écrit, bon, quelle détresse, je ne sais plus exactement, et puis il termine par quelle espérance. Hein. Et son adjoint, son aide de camp, voit combien il est démuni. Hein. Le camp de référence, c'est pas Auschwitz, c'est le camp qui a du sens. C'est Dachau. C'est celui où vont les déportés politiques. Bon, je pourrais multiplier les exemples, et si on veut terminer la configuration très vite, mais Benoît l'a dit ce matin, eh bien l'histoire est une discipline centrale. Elle est encore la discipline rectrice du sentiment national dont s'inquiète François Mitterrand. Et quand on propose à un moment donné, d'ailleurs, à De Gaulle de mettre en option, quand De Gaulle apprend qu'il y a un projet du ministère de mettre en option l'histoire, il y a un inspecteur général qui va le voir, qui lui dit « Mon général, on a l'intention de vous mettre en option. » Le projet s'arrête immédiatement. Alors, voilà. Et les historiens dans tout ça, les historiens, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs, sauf à la fin du mandat de François Mitterrand. Et là, justement, ils vont se retrouver à mettre en cause le récit du président. Alors, je vois que je dérape complètement. Alors, je reprends cette politique publique que j'essaie de montrer, vous voyez, où ça s'enchaîne, où le lien est naturel. C'est une politique qui rentre en crise. Alors, on peut en saisir deux moments. Premier moment, c'est où je réunirais Georges Pompidou, donc, qui accède au pouvoir en 1969, qui le quitte après son décès en 1974, et Valéry Giscard d'Estaing, qui accède à la présidence en 1974 et qui est battu en 1981, ce que j'appellerais un futurisme radical, qui répond à la question « qu'est-ce qu'on fait de l'histoire ?» Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire? Si vous voulez, pour ces présidents futuristes, il y a une inversion de valeur. Alors pour les précédents, l'histoire est ce qui solidifie, l'histoire c'est ce qui leste et qui permet la cohésion. L'histoire est ressentie du côté du fardeau. Elle est ressentie comme un fardeau, elle est ressentie comme des rhumatismes. C'est une expression de Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing va multiplier les métaphores en disant mais se préoccuper du passé, c'est comme conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur. Or, pour conduire un pays, au contraire, il faut être visionnaire. J'emploie exactement ces termes.
Il faut être visionnaire, il faut regarder de l'avant, hein, et l'histoire est un handicap. Elle est un handicap hein, parce que l'histoire, elle est une histoire biaisée. Hein. Pompidou dira bah, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Hein. Je crois que c'est une conviction profonde, ne pas vivre avec le passé. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on passe par une remise en cause du récit national. Je dirais, l'innocence est sauvegardée, ou elle est encore sauvegardée. On reste dans un récit sans tache ni remords. Hein. Giscard pense que l'histoire, c'est le boulot des historiens. Hein. D'ailleurs, c'est à son époque qu'est créé l'Institut d'histoire du temps présent. Hein. Que l'histoire, hein, que les historiens s'occupent de l'histoire. Hein. La politique publique, eh bien, elle est d'abord dans deux termes, l'oubli, l'amnistie. Bon, on retrouverait l'amnistie Touvier, l'amnistie de 1974. Hein. Et vous voyez, il y a un moment tout à fait exceptionnel. Giscard va à Auschwitz. Puis, peu de temps après, il est interviewé par un quotidien israélien, je crois que c'est Eretz, hein, si je ne m'abuse. Et il a cette phrase extraordinaire. « Quand je suis allé à Auschwitz, j'ai éprouvé une très profonde émotion en pensant aux victimes, et non pas en éprouvant un sentiment de responsabilité collective, et ceci grâce au ciel et à la tradition de la France. » Bon, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Hein. On est bien dans une innocence, hein. On n'est pas dans le débat. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Benoît, d'autant plus que je pas beaucoup de temps, mais évidemment, pendant ce moment-là, l'histoire perd sa place cardinale, hein, devient ce qu'on appelle une discipline d'éveil. Hein, une discipline d'éveil. Le projet giscardien en matière d'histoire, c'est de développer les sciences sociales, hein, c'est-à-dire les sciences qui s'occupent du futur, de la prospective, hein, pas celles qui ruminent le passé. Hein. L'histoire n'est plus pensée comme ce qui, dans cette tradition française, ce qui stabilise, quoi, ce qui fait la cohérence de la société. Alors, premier moment de relecture, vous voyez donc une figure, ce que j'appelle le futurisme radical, c'est-à-dire ce futurisme qui se débarrasse du passé. Première figure de remise en cause. Deuxième figure, c'est la figure dans laquelle nous sommes encore. C'est la figure de la renégociation ou de la négociation du passé. C'est pas une figure particulière à la France. Je veux dire, c'est une figure, pour le coup, mondiale, et d'ailleurs, à mon sens, c'est très largement une figure imposée de la mondialité. C'est la figure des reconnaissances. Hein. C'est 1492, au lieu de fêter ça tranquillement, eh bien, le roi d'Espagne, même s'il n'en a pas très envie, est obligé de s'excuser auprès des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne, est obligé de rebaptiser la conquête et de parler de rencontre des cultures. Hein, et on trouverait comme ça toute une série de gestes en Nouvelle-Zélande, en Australie, ici, hein, absolument partout. On est dans un contexte hein, où on entame une relecture négociée du passé, hein, et où, d'une certaine manière, se pose la question quelle histoire pour quelle cohésion. Hein, j'y reviendrai. Alors, si vous voulez, si on prend celui qui a été le plus actif là-dedans, Jacques Chirac, donc, je vous rappelle, arrive à la présidence en 1995, la quitte en 2007. On pourrait dire qu'on a une certaine dynamique. Le point de départ, c'est un discours. C'est le discours du 16 juillet 1995. Donc, tout de suite après son arrivée au pouvoir, il y a une commémoration nationale qui a été instituée, qui est la commémoration de la rafle du Veldiv. Donc, le lieu où ont été parqués les Juifs raflés par la police française avant d'être déportés en Allemagne. Et Chirac, non seulement accepte l'invitation à être présent, mais il demande à parler. Il demande à parler et il fait un discours dans lequel il reconnaît, ou il assume, une responsabilité collective de la France. Et il esquisse d'ailleurs à ce moment-là, dès ce moment-là, une espèce de balance entre la faute collective, qui est le fait que l'État français, Vichy, ait participé à organiser la rafle, et d'autre part le fait qu'il y ait des gens en France qui aient
combattu cela, les justes. Bon, on est dans ce mouvement, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas mon point, juste sur une chose, c'est un discours qui n'est pas préparé, ou qui est très peu préparé. J'ai eu des informations de première main, c'est-à-dire que la rédactrice Christine Dalbalen, il n'y a pas de réunion, de grande réunion. Ils pensent que bon, c'est bon, on va faire ce discours, on va dire qu'on reconnaît, la page est tournée, c'est fini. Or, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France depuis 1995, ben, la page elle est loin d'être tournée. D'abord, elle n'est pas tournée du côté de la mémoire du génocide, de la mémoire de Vichy. Tout au contraire, ça va entraîner des commissions, etc., d'autres demandes. Et puis, ce geste inaugural de Chirac, qui est un changement, un pas de côté par rapport à la doctrine de l'innocence, eh bien, ce geste va entraîner une dynamique, c'est-à-dire des demandes d'autres groupes, d'avoir le même reconnaissance de la part de la République des fautes qu'ils estiment qui ont été commises à leur égard dans un passé plus ou moins lointain, voire plutôt lointain. Et face à ces demandes, Jacques Chirac, avec ou non, pendant la cohabitation, pas pendant la cohabitation, ça ne change rien, va adopter une attitude constante qui est celle de la reconnaissance systématique. L'histoire, je le cite, c'est la clé de la cohésion d'une nation, mais désormais, la cohésion de la nation, elle passe par la reconnaissance, par la vérité. L'idée que, d'une certaine manière, la cohésion, elle ne se fait plus par mise à l'écart des pages noires, mais elle s'effectue par pacification du passé, par reconnaissance de ces pages noires. Donc, une espèce de tentative de construire une nouvelle économie mémoriale qui équilibre, je dirais, l'actif et le débit. Et en introduisant, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais ce n'est pas particulier à la France, un nouveau type de commémoration, qui est la commémoration des faits négatifs. Ça a commencé un tout petit peu à 92, mais ça se développe. Et une tentative d'ailleurs de reconfigurer, de repositionner la France, parce que bon, quand même la France est le pays de l'universalité, il ne faut pas l'oublier, donc d'en faire le champion universel de la reconnaissance. D'où le fait qu'en 1996, à l'Élysée, eh bien, a lieu la première conférence des peuples premiers et amérindiens, qui sont tous invités à venir à l'Élysée, avec un grand discours de Jacques Chirac, où le devoir de mémoire et de reconnaissance est étendu à toute l'Europe. C'est la France qui monte la voix aux Européens. C'est une habitude depuis 1789, vous le savez. Oui, l'Europe a trop souvent incarné le malheur et la désolation en Amérique comme en Afrique. Oui, je coupe un. Oui, les Européens ont le devoir de s'incliner devant la mémoire des esclaves, jetant un dernier regard sur Gorée. Oui, notre civilisation européenne reste à jamais comptable de ce qui fut commis là-bas. La France, qui assume tout son passé, s'impose un devoir de mémoire, et il faut aujourd'hui reconnaître ces traumatismes de l'histoire et affirmer la dignité des Premières Nations. Et Chirac joint le geste au discours, puisque dès que le territoire du Nunavut, excusez-moi pour la prononciation, donc le territoire inuit, est reconnu par les autorités canadiennes en 1999, Jacques Chirac y va immédiatement pour montrer, pour appuyer. Donc, si vous voulez, on est dans un ensemble. Cela dit, ce sur quoi je voudrais terminer sur Chirac, c'est que ça ne produit pas les effets escomptés. C'est-à-dire que cette régulation, cette nouvelle régulation mémorielle, eh bien, elle ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas pour deux raisons. D'une part, parce que, je veux dire, les demandes de reconnaissance ne cessent pas, et puis, à partir de quand sont-elles véritablement satisfaites ? D'une part, et donc on rentrerait là dans la logique des lois mémorielles que vous avez évoquées tout à l'heure, et puis, deuxièmement, parce qu'il y a toute une série de gens qui ne se retrouvent plus.
dans cette histoire qui vont se mettre à parler d'autoflagellation, de climat d'expiation, je cite Philippe Séguin, de repentance. Le grand mot, c'est-à-dire qu'on est sur des tensions mémorielles qui s'articulent avec les tensions sociales. Et on va trouver on en a parlé, je crois que c'est Benoît, ce matin, dans les émeutes des banlieues de 2005, on va trouver une espèce d'écho à une manifestation de cette crise mémorielle. Alors vous me direz, dans cette logique, qu'est-ce que je fais de Sarkozy? Sarkozy prend le contre-pied. C'est parfait. Il prend le contre-pied, il mène sa campagne contre la repentance. Je serai très, très bref. Mais en définitive, Sarkozy participe exactement de la même économie. On est toujours dans une histoire dérégulée. Alors, dérégulée par une espèce d'activisme mémoriel, une volonté de réaffirmer des valeurs, à la résistance, etc., de façon assez désordonnée. Mais en même temps, Sarkozy assiste à la première commémoration de l'esclavage de son mandat. Quand on commande un rapport pour réduire le calendrier commémoratif français, en cristallisant autour d'un Memorial Day, le 11 novembre, c'est un rapport qui est enterré alors qu'il n'est pas remis. Alors, il est peut-être en train de redémarrer, comme l'indiquerait peut-être le projet, en tout cas la rencontre entre Sarkozy et des historiens, mais il est frappant quand même de voir que à un moment donné, c'est une proposition qui est glacée. On peut dire que l'histoire devient une véritable variable d'ajustement du discours politique. Je veux dire, c'est un coût médiatique qui vaut le temps d'un journal télévisé. On est là dans cette logique qui n'est plus la logique gaullienne ou la logique mitterrandienne d'une espèce d'assurance de la permanence, mais on est dans l'effet du moment. Alors, cela suscite toute une série d'embarras des historiens. Je ne vais pas vous parler des associations d'historiens pour en parler, mais je relisais dans l'avion un bouquin sympa qui a été fait par Emmanuel Laurentin, À quoi sert l'histoire, où on interviewe 43 historiens sur à quoi sert l'histoire. Moi, ce qui m'a frappé en le relisant, c'est qu'il y a un tiers qui pense qu'il y a une utilité sociale. Un tiers. Pour les autres, à quoi ça sert l'histoire? À se faire plaisir, par goût, par curiosité, pour la découverte, pour le bonheur, pour nourrir sa famille. On est là, dans un écart. Alors, pour terminer, je voulais revenir au questionnement. D'abord, à quoi l'histoire est-elle censée remédier, je veux dire, à ce sentiment de délitement, qui accompagne toutes les sociétés. Mais je crois que, je ne voudrais pas prendre maintenant un point de vue normatif, mais l'histoire n'est pas une thérapie collective du corps social. Je veux dire, les lectures concurrentes du passé s'exaspèrent. Je dirais d'une certaine manière, excuse-moi Henri, mais le plus facile, c'était Vichy. Le plus facile, c'était Vichy parce qu'il y avait un État, croupion, qui s'était mis au service de l'occupant allemand, qui avait une idéologie nauséabonde et qui est un État criminel. Et de l'autre côté, il y avait des victimes, qui sont des victimes. Les choses sont beaucoup plus complexes dès lors qu'on rentre sur d'autres pages de l'histoire, la colonisation. Où, d'abord, il y a une pluralité de groupes porteurs de ces mémoires, et où l'imaginaire de la France coloniale est un imaginaire de gloire, de grandeur, de rayonnement, que n'a jamais été l'imaginaire de Vichy. Donc, de ce point de vue-là, on est dans des choses compliquées. Je dirais, par ailleurs, que dans un espace effectivement mondialisé comme celui dans lequel nous vivons, la relation entre cohésion sociale et histoire, sous le registre de l'identité, ne peut plus fonctionner. Ce qui fait cohésion, ce n'est pas le partage du passé, mais le projet. D'où le titre que j'avais proposé à ma communication, que je suis peut-être un peu oublié, c'est bien l'avenir, le passé qui dépend de l'avenir, le projet donc qu'on peut mûrir pour ses enfants. Je crois que
quitte à être là un peu normatif, hein, l'histoire ne peut plus être un discours de l'amalgame fondé sur l'oubli de ses origines que supposait le régime de l'histoire-mémoire, mais elle n'en a pas moins un rôle à jouer hein, dans le moment post-national que nous vivons, en tant qu'instance critique, par exemple, des mythes nationaux, des mythes communautaires, pour permettre la reconstruction d'un horizon d'attente. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'histoire dont on a besoin, c'est une histoire réflexive, c'est une histoire critique, c'est une histoire qui est une historiographie, ou qui a une conscience historiographique, hein, et qui n'est pas un grand récit. Merci.